Bonjour mes chers élèves, le cours d'aujourd'hui intitulé Nature morte. Les hommes considèrent que l'objet ne peut être représenté pour lui-même. La nature morte n'a alors pas sa place. Les seuls objets représentés sont des attributs des personnages religieux, poèmes d'Adam, livres tenus par certains saints. Au XVe siècle, les peintres flamands hollandais accordent une place toujours plus importante aux objets. Les scènes d'intérieur de Jan van Eyck et de Rogier van der Weyden sont un exemple. Les artistes du 15e, 16e siècle, c'est-à-dire les artistes de la Renaissance, la nature morte devient un genre à part entière. Les artistes hollandais peignent des natures mortes composées de riches tables servies de verre transparent et de fruits. En France, ce genre est considéré comme mineur et est sous-estimé par rapport aux portraits, aux paysages et à la peinture d'histoire, qui demande plus de savoir-faire et d'expérience. Au XVIIIe siècle, en France, ce genre brillera par le génie de Jean-Baptiste Simon Chardin. Simon Chardin, né en 1699 et mort en 1779, se considère comme le maître de la nature morte. Elle fut un précurseur car elle développe le mélange optique un demi-siècle avant des impressionnistes. En effet, il juxtapose les couleurs sur la toile au lieu de les mélanger sur la palette. C'est-à-dire, il a osé de faire la peinture directement sur la toile sans passer par la palette. Et le spectateur mélange automatiquement ses couleurs avec ses yeux. C'est-à-dire, c'est une révolution dans le domaine de la peinture ou bien dans le domaine de l'art. Le 19e siècle, c'est Paul Cézanne. C'est l'impressionniste et le fondateur du cubisme. La nature morte est un sujet qui permet d'exprimer les volumes, les formes et les couleurs et lumière. Il ouvre la voie à une nouvelle façon de peindre, car au lieu d'utiliser l'ombre et la lumière, les valeurs pour donner une impression de profondeur, il place côte à côté des taches et des couleurs différentes. C'est-à-dire, dans ce cas, on part sur la technique. Ils ont donné beaucoup d'importance à la lumière avec la peinture en négligeant un petit peu le dessin. Mais le dessin, il est dedans. Le XXe siècle, c'est Pablo Picasso, c'est-à-dire le fondateur du cubisme. Il a révolutionnement et bouleversement les notions de la représentation des objets et de l'espace. C'est-à-dire qu'elle a fragmenté, c'est-à-dire elle a quitté toutes les notions de base de la peinture ou bien de l'art, c'est-à-dire la perspective, le dessin, les rapports de proportion, etc. La nature morte chez Picasso, elle se basait sur la fragmentation, la technique de collage, etc. Par la suite, de nouveaux courants artistiques modifient l'utilisation d'objets dans l'art, tels que les ready-made, par exemple Marcel Duchamp, qui a posé du noir, ou bien une porte-bouteille, dit voilà, c'est un objet. Donc, l'artiste a rentré dans la présentation des objets réels dans l'espace réel. Maintenant, les notions de base. On va passer à la pratique. Ça, c'est la partie théorique. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Donc, pour dessiner une nature morte, il faut passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'observation profonde, c'est-à-dire observer, analyser et dessiner. C'est-à-dire, avant de dessiner, il faut passer par une observation profonde et l'analyse de ce que vous allez dessiner. Et pour dessiner, l'objet passe par des étapes, ou bien la présentation en général de dessin. Il faut passer par la mise en page.
c'est-à-dire l'emplacement de l'objet dans la feuille. Soit au milieu, à droite, à gauche, etc. Ou bien les objets par rapport à eux. Les rapports de proportion. C'est-à-dire il y a toujours un rapport de proportion, c'est-à-dire la largeur par rapport à la hauteur, pour le corps humain, par exemple, la tête par rapport à la tête, etc. Les axes et les directions. Quand on dit les axes, ce sont des lignes invisibles, mais qui nous aident, ou bien qui va vous aider de dessiner un objet correct en passant par les axes, par exemple l'axe de symétrie. Les directions, c'est-à-dire la direction de l'objet, à droite, à gauche, voilà. Le cadre d'enveloppe et la forme enveloppante. Le cadre d'enveloppe, on va voir dans la pratique tout ça. Le cadre d'enveloppe, c'est quoi le cadre d'enveloppe? Le cadre d'enveloppe, c'est le cadre qui enveloppe l'objet. Par exemple, vous allez dessiner une bouteille ou bien un verre. Le verre, on va l'inscrire dans une forme géométrique simple. C'est quoi? C'est un rectangle. Donc, ce qu'on appelle le cadre d'enveloppe. Et la forme enveloppante, c'est la forme de l'objet. C'est-à-dire, c'est le contour, c'est l'objet en 2 dimensions, sans perspective. C'est ça la différence entre le cadre d'enveloppe et la forme enveloppante. Les plans, dans une nature morte, vous allez dessiner plusieurs objets, un à côté de l'autre. Mais vous allez voir et analyser cette situation. C'est-à-dire, vous allez voir qui est l'objet qui est au premier plan, l'objet qui est au deuxième plan, troisième plan. C'est-à-dire les plans, c'est-à-dire la position de l'objet par rapport à eux. La perspective, c'est-à-dire la profondeur ou bien la présentation de l'objet en 3 dimensions. Après, dans cette partie dans cette étape, vous allez voir plusieurs sortes de perspectives. La perspective sentier, la perspective métrique, c'est-à-dire avec un seul point, la perspective sentier, c'est-à-dire la perspective avec un seul point de fuite, 2 points de fuite, 3 points de fuite, etc. Après, les ombres et lumières, ou bien les valeurs, c'est-à-dire, c'est la phase finale pour présenter, ou bien qui passe à la présentation de l'objet en 3 dimensions, en respectant l'atmosphère où il se trouvent les objets. C'est-à-dire, on va voir même les différentes sortes d'éclairage, c'est-à-dire la lumière qui éclaire, par exemple la lumière qui éclaircit les objets, soit naturels, ou bien artificiels, ou bien zénithales, etc. Voilà, donc ce sont des normes, ou bien les notions de base pour réussir un dessin. C'est les codes de dessin, soit d'observation, ou bien le dessin artistique en général. Voilà, la petite démonstration, le résumé. Voilà pour dessiner un verre, ou bien une tasse, il faut passer par les lignes de construction. La première étape, construire l'objet. Voir, avant de passer à la perspective ou bien à la profondeur. Il faut voir la largeur dans la hauteur. Regardez le cadre qui enveloppe l'objet, c'est le rectangle. On peut dire que l'objet, ou bien le cadre qui enveloppe l'objet, c'est-à-dire la tasse, c'est le rectangle. Après, dessiner les points de repère par rapport à l'axe de symétrie. Et la 3e étape, c'est-à-dire la perspective des ellipses, parce que cet objet, c'est un objet cylindrique à base de cercle. La difficulté pour vous, aujourd'hui, c'est comment vous allez présenter le cercle en perspective, c'est-à-dire les ellipses. Et quand on dit l'ellipse, c'est le cercle, ou bien la présentation de cercle dans l'espace par rapport à l'œil, par rapport à la ligne d'horizon. Et voilà, la 3e étape. Après la 4e étape, rajouter l'anse, c'est-à-dire c'est un objet composé. Après la 4e étape, c'est la perfection de l'objet. La ligne, c'est un dessin linéaire, sans ombre, sans lumière, mais c'est un objet parfait. Après, la dernière étape, appliquer les ombres de lumière, les éclats, les ombres portées, la bosse d'ombre, la pénombre, la lumière réfléchie. Voilà, ça c'est le résumé de ce que vous allez voir dans le dessin ou bien la nature morte. Donc la nature morte, c'est un ensemble des objets. Ça c'est un seul objet. La tasse, c'est la démonstration d'un seul objet. Mais vous allez appliquer la même chose sur tout l'ensemble d'objets. C'est-à-dire,
c'est-à-dire la composition que vous allez choisir ou bien qu'on va choisir dans la classe. Maintenant, cette image va vous démontrer comment prendre des rapports de proportion, c'est-à-dire le calcul. Quand on dit le dessin d'observation, c'est un dessin senti, ce n'est pas un dessin technique. Il se base sur le ressenti, c'est-à-dire ce que vous allez ressentir par rapport à l'objet dans l'espace. Donc la seule chose pour prendre des rapports de proportion, ou bien l'outil principal pour prendre des rapports de proportion, c'est le crayon et la main. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a pris l'unité de base. Il est en train de voir, par exemple, une unité de base, soit d'un objet ou bien de l'ensemble, pour voir la largeur, combien de fois vient dans la hauteur, pour dessiner le cadre d'enveloppe de tous les objets, mais centré. C'est-à-dire, dans cette étape, il faut respecter les rapports de proportion et la mise en page. Maintenant, l'artiste est en train de dessiner une nature morte à base de 3 objets, 2 pommes et une jarre. Il est en train de voir la largeur de cette nature morte, combien de fois vient dans la hauteur, et après, elle va rentrer dans les détails. Elle peut prendre, par exemple, la pomme comme unité de base, comme unité de mesure, combien de fois va dans la hauteur pour dessiner l'ensemble. Cette étape est indispensable et obligatoire pour tous les apprenants dans le domaine de dessin. La position de crayon par rapport à la main toujours tendue et le crayon soit vertical ou bien perpendiculaire par rapport au bras. Voilà la démonstration, la dernière démonstration, c'est-à-dire vous allez dessiner un objet devant vous, ou bien une nature morte. La première des choses, vous allez prendre, comme vous avez vu, le cadre d'enveloppe, c'est-à-dire le cadre d'enveloppe qui enveloppe l'objet. Mais pour dessiner le cadre d'enveloppe, il faut voir la largeur de cette cruche, combien de fois vient dans la hauteur. Après, on peut voir, par exemple, la largeur vient dans la hauteur 2 fois, 3 fois, ça dépend. La manière, c'est le crayon par rapport au bras. Après, c'est toujours dessiner les axes. La direction de l'objet, elle est dans une position verticale. La perspective, c'est un objet cylindrique, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'ellipse dans l'espace, c'est-à-dire le cercle par rapport à la ligne d'horizon. Il faut toujours respecter dans cet objet la symétrie, c'est-à-dire la partie droite par rapport à la partie gauche. Et la démonstration finale, c'est de rajouter les ombres et lumières. L'ombre et lumière, c'est un cours à part. On va voir comment traiter les ombres et lumières. On prend en considération les textures, c'est-à-dire le bois, le métal, le porcelaine, etc. Maintenant, vous êtes en face d'un objet cubique. Voilà la manière, la méthode. C'est-à-dire, avant de passer à dessiner la chaise ou bien le tabouret, il faut passer par les étapes. C'est-à-dire, la première étape, c'est la forme qui enveloppe l'objet. Ou bien le volume qui enveloppe l'objet, c'est une forme parallélépipède. Parce que quand on observe et on passe par l'analyse de l'objet, la forme de l'objet, c'est cubique. Mais dans ce sens, si la direction de l'objet est inclinée ou bien oblique, il deviendra parallélépipède. Et petit à petit, en respectant la perspective, dans ce cas, c'est la perspective oblique avec 2 points de fuite. Voilà les étapes l'étape à suivre pour passer à la dernière étape en passant par les lignes de construction, la présentation de volume initial ou bien préliminaire. La deuxième, c'est trouver la position des pieds et l'assise. Et la dernière étape, c'est la présentation de l'objet avec les ombres et lumières. Voilà quelques exemples des natures mortes. Voilà toujours comment dessiner la soupière, l'assiette. Dans ce cours, le plus important de passer par les lignes de construction, la mise en page, les directions et la perspective. Vous avez vu, vous avez la perspective.
voilà, toucher les ombres et les lumières d'une manière simple et facile. C'est pas la peine de s'approfondir dans la technique des ombres et lumières. Le plus important de savoir comment construire l'objet. Voilà, c'est nature morte à base de plusieurs objets. Voilà. Regardez le plan, le plan de chaque objet, par exemple la partie, par exemple, le dessin qui est à gauche, c'est par, je sais pas, la cafetière, après le cube, voilà, troisième plan, la couvercle, il est aligné avec la cafetière, le deuxième cube aligné avec le premier, la jarre, elle est en haut, la direction des deux jarres ou bien de deux vases, il faut voir la direction de chaque partie. Donc, il faut toujours, avant de dessiner, il faut voir tout ça, c'est-à-dire tous ces éléments pour avoir un très beau dessin à la fin. Voilà les exemples des artistes de vanité qui ont utilisé des objets comme symboles, comme vous avez vu l'introduction, c'est-à-dire l'histoire de la nature morte. Voilà un autre tableau de Chardin, c'est le maître de nature morte du XVIIe siècle. Voilà comment l'artiste a utilisé, ou bien comment a peint une nature morte à base de quelques objets et des animaux. Dans cette étape, c'est-à-dire la nature morte par rapport à l'histoire, c'est le travail de Paul Cézanne, le peintre impressionniste et cubiste, le tableau de Matisse, le fauviste, comment a travaillé la nature morte, Picasso, comment a détruit les normes de dessin dans son travail. C'est une nature morte, mais à sa manière, c'est-à-dire à la manière des cubistes. Mais tout ça, c'est que pour la culture générale. Mais dans notre cours, c'est la maîtrise de dessin, dessiner d'une manière correcte, académique, en respectant les rapports de proportion, la mise en page, les plans, les directions, les angles de lumière, etc. Voilà quelques artistes marocains. C'est l'artiste Abdouhad Sordo, c'est du pastel sur papier. L'artiste Faisal Ben Kiran, c'est de la peinture à l'huile sur toile. Et Al-Fattah Karman, c'est de la peinture à l'huile sur toile. Voilà. Voilà l'artiste contemporain, ou bien même c'est de l'art conceptuel, mais comment les artistes ont utilisé, ont exploité l'objet dans leur, par exemple, les œuvres. C'est l'installation de Marcel Duchamp, Porte-Boteuil. Donc, elle a dépassé le dessin, ou bien la présentation de l'objet avec le dessin, mais elle a posé l'objet réel dans l'espace réel. La même chose pour l'artiste de pop art Andy Warhol. C'est une technique de sérigraphie. Et là, voilà comment a présenté l'objet. Stand travail, c'est l'objet comme ça, qui rentre dans le domaine de publicité, dans le commerce. Voilà comment a exploité la notion de l'objet dans son travail.
Le cours d'aujourd'hui est terminé. Je vous laisse et à la prochaine.